Très bien, bon, bah, on va y aller alors. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette présentation. Alors peut-être vous êtes là intrigués par le titre qui est un peu obscur. AutoML versus automobile, donc de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de machine learning, d'un service Google Cloud qui s'appelle AutoML et d'une application concrète de ce service pour résoudre un problème particulier qui est lié à la sécurité routière. Alors, pourquoi j'en viens à vous parler de machine learning alors que je suis moi-même absolument pas data scientist ni expert du domaine? En fait, ce talk est un enfant du confinement duquel nous sortons tous. Donc, c'est-à-dire que comme tout le monde l'an dernier, je me suis retrouvé à faire du télétravail depuis chez moi, ma femme également, et du coup on s'est retrouvé à travailler côte à côte et à avoir une vision, je dirais, plus intime sur le métier de l'autre. Alors le métier de mon épouse, donc elle est agent territorial employée dans le service de la sécurité routière d'une grande ville. Et une des missions de son service, c'est d'identifier dans la ville quels sont les endroits les plus accidentogènes pour proposer des améliorations. Et le but à la fin, c'est de faire diminuer le nombre d'accidents. Donc pour ça, chaque année, depuis 10 ans, ils sont obligés de recenser tous les accidents corporels qui se sont déroulés dans la ville, de les insérer dans leur base de données et de les étudier un à un pour voir les accidents qui sont juste la faute à pas de chance, les accidents pour lesquels on peut éventuellement améliorer quelque chose. Donc ça, c'est le métier de mon épouse. Mon métier à moi, Mathieu Grandry, c'est moi. Donc moi, je suis ingénieur logiciel depuis plus de 15 ans. Et pire que ça, j'écris des programmes depuis plus de 30 ans, donc ça vous donne un petit indice sur mon âge. Et je suis chez Stack Labs depuis 2020. Donc je suis arrivé juste avant le confinement. Et donc Stack Labs, Kevin avant moi vous en a parlé un tout petit peu. Donc on est une boîte de spécialistes du cloud, vraiment très orientée tech. On travaille en France, au Canada, en full remote. Et on a un stand, parce qu'on est sponsor de CloudWest, on a un stand que vous pouvez aller voir. Il y a un petit quiz que vous pouvez remplir et vous aurez peut-être la chance de gagner ce très bel objet, un casque de Stormtrooper en Lego. Donc voilà, vous pouvez y aller. C'est juste un petit quiz de 5 questions. Hein. On ne vous demandera pas de faire une architecture hautement scalable pour déployer une appli web sur AWS, si vous voyez, suivez mon regard. Là, c'est juste un tout petit questionnaire très facile. Et donc chez Stack Labs, depuis 2020, je me suis spécialisé dans le data engineering. Et comme Stack Labs nous pousse à le faire, je me suis débrouillé pour passer ma certification Google Cloud Professional Data Engineer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, cette certification-là, principalement elle concerne la conception de pipelines de données en utilisant les services GCP tels que Dataflow, Dataproc, BigQuery. Mais il y a aussi des questions qui concernent le machine learning et les services proposés par GCP dans ce monde-là. Et pourquoi c'est demandé? En fait, parce que dans la vision de Google Cloud, une des missions du data engineer, c'est d'approvisionner les data scientists de la bonne manière en utilisant les bons services. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de connaître un peu le fonctionnement de ces services d'intelligence artificielle. Et donc, pendant que mon épouse accomplissait la tâche fastidieuse d'étudier les accidents un à un pour identifier les accidents sur lesquels il y avait des pistes d'amélioration, et bien moi, pendant ce temps-là, je faisais des TP, des Quick Labs autour du machine learning. Et donc, c'est là que je me suis dit, et si je pouvais appliquer ce que je suis en train d'apprendre aux problèmes que rencontre mon épouse.
Alors, le problème, quel est-il donc? Le problème concerne la classification. Donc le but, c'est de classifier les accidents de la route pour identifier les intersections dangereuses. Quand on dit que la voirie est en cause, on dit que l'accident est lié à une intersection. Alors, il va falloir classifier les accidents en 2 catégories, donc. Les hors intersection, donc ça, c'est tous les accidents pour lesquels il n'y a pas de question de voirie, c'est juste des fautes de conduite ou pas de chance. Et l'autre catégorie, intersection, c'est l'inverse, en fait. Donc c'est là où c'est ce qui va vraiment intéresser le service, c'est pour ces accidents-là qu'il y a quelque chose à faire. Et pour ça, la source de données qui va permettre de faire cette classification, ce sont les circonstances, c'est-à-dire les rapports écrits par la police pour chaque accident. Donc, qu'est-ce que c'est que ces circonstances? Donc, je vous ai mis des exemples, les voici. Ce sont des exemples réels que je vous ai copiés tels quels, donc avec des abréviations et des fautes de français qui vous sont gracieusement offertes par la police nationale. Donc, un premier exemple. En voulant éviter une benne à travaux en stationnement, fait un écart et chute, pas d'autre VL en cause. Donc là, sur un descriptif comme ça, le service de sécurité routière va le classer comme hors intersection, parce que il n'y a aucun indice d'un croisement, d'un équipement de voirie qui aurait eu une cause dans l'accident. Non, là, c'est une erreur de conduite, quelqu'un qui était mal garé, quelqu'un d'autre qui a déboîté. Donc là, on va classifier hors intersection. Deuxième exemple, en rentrant dans un rond-point, le VL F42 ans NB ne respecte pas le C des passages et percute le cycle F32 ans B qui circule à l'intérieur du rond-point. Donc là, à l'inverse du premier exemple, on voit que ça se passe dans un rond-point, qu'il y a plusieurs véhicules qui se percutent. Là, typiquement, les experts vont le classifier en intersection, ne serait-ce que pour étudier vraiment dans le détail le rôle du rond-point dans l'accident. Un troisième exemple. 2 VL sont à l'arrêt, au feu rouge, le troisième les percute. Troisième VL, 0,2 blessés, conducteur et passager. Alors là, donc si vous voulez jouer à deviner dans quoi ça va être classifié, on voit que ça parle d'un feu rouge. Donc notre première intuition, c'est que ça va être lié à une intersection. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Comme les 2 véhicules sont à l'arrêt, et que le troisième vient les percuter, mais en fait, on va considérer que c'est une faute d'inattention du troisième véhicule, et que le feu rouge, en fait, n'est pas en cause. Donc cet accident-là, il a été classifié hors intersection. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est plus subtil que simplement détecter des mots-clés dans le descriptif. Donc c'est vraiment de l'analyse contextuelle qu'il va falloir faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que le jargon employé, il est très spécifique. Il y a des abréviations qui veulent dire quelque chose dans le contexte particulier de ces comptes rendus d'accident. Par exemple, VL, ça veut dire véhicule léger, et NB, typiquement, ça veut dire non blessé. Donc voilà, il y a un jargon particulier. Donc quand on regarde tout ça, on voit qu'on est en fait sur un cas d'école, parce que d'un côté, comme je vous disais, ça fait 10 ans que le service de sécurité routière fait ce recensement, donc on va avoir un dataset de référence qui va nous permettre d'entraîner un modèle. Et on a le problème qui consiste à catégoriser les données de la dernière année écoulée. Donc ça représente 639 accidents, et comme vous avez vu, c'est décrit en langage naturel dans ce jargon particulier. Donc là, vraiment, on a tous les ingrédients d'un problème de machine learning. Donc la question maintenant, c'est comment on va résoudre ce problème, donc en utilisant les services GCP, parce que c'était vraiment l'outil sur lequel j'étais en train de travailler. Donc, le machine learning, un GCP, comment ça se présente? En fait, c'est un peu foisonnant. Google, une des missions qui se sont données, c'est de démocratiser le machine learning. Et donc pour ça, ils ont développé plein de services. Et quand je dis plein, c'est vraiment plein.
Là, je vous en ai mis quelques-uns, mais ils ne sont même pas tous là. Et ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors quand même, on peut les regrouper en plusieurs familles. À gauche, là, vous avez ce qu'on appelle les pre-trained models, c'est-à-dire des modèles pré-entraînés et qui sont utilisables tels quels. Même si on n'y connaît rien du tout en data science, on a directement une API REST qu'on peut aller interroger hyper facilement et avoir tout de suite une réponse, une prédiction du modèle. Donc là, par exemple, pensez à Google Translate, ou pensez à la Google Vision qui permet de détecter des objets dans une image ou dans une vidéo. Donc ça, c'est les pre-trained models. À droite, à l'opposé, vous avez des outils que j'ai appelés Build Your Own Model, donc là qui s'adressent plus à des data scientists ou à des gens qui s'y connaissent bien. Donc on va retrouver TensorFlow, on va retrouver AI Platform, on va retrouver aussi BigQuery ML. Donc là, on s'adresse plutôt à des spécialistes. Et entre les deux, là, vous avez AutoML. Là, le but, c'est Google vous fournit un algorithme, un modèle de machine learning, et vous n'avez plus qu'à l'entraîner. Vous n'avez plus besoin de coder, vous avez juste à l'entraîner avec votre dataset. Alors, nouveauté qui date du mois dernier, donc, Google a annoncé la sortie de Vertex AI. Donc en fait, Google a un peu entendu les critiques qu'on pouvait lui faire sur le fait qu'il y avait plein de services et qu'on avait du mal à s'y retrouver. Donc Vertex AI, c'est un point d'entrée unifié pour la plupart de ces services-là, qui en fait on facilite l'usage, rend l'usage de tous ces services plus homogène. Donc derrière Vertex AI, vous allez retrouver AutoML, BigQuery ML, AI Platform, mais de manière plus ergonomique, si vous voulez. Donc ça, c'est la nouveauté du mois dernier. Alors la démarche que Google préconise pour faire du machine learning et ne pas se perdre dans toutes ces capacités, c'est de commencer vraiment par ce qui est simple avant d'aller vers des choses plus complexes. Et à chaque étape, de valider la pertinence, c'est-à-dire de voir si on est toujours sûr que le machine learning apporte une valeur ajoutée pour notre projet, pour notre use case. Donc, appliquons cette démarche au cas pratique qu'on est en train d'essayer de résoudre. Donc, selon cette démarche, la première chose à faire, c'est d'aller utiliser le pre-trained model, ce qui s'appelle Natural Language API. Donc, c'est un modèle pré-entraîné qui est fait pour l'analyse de texte en langage naturel, c'est-à-dire ce qu'on veut. Et il y a une API REST qu'on peut aller interroger directement. Donc, allons-y. Donc, en fait, quand vous allez sur la page Google Cloud, vous avez directement un text box là où vous pouvez poster votre message. Donc là, pour vous montrer, j'en ai collé un. Donc un autre exemple d'accident. Et on peut l'analyser. Donc c'est parti. Alors, c'est pas censé prendre autant de temps. Ok, on va appeler ça l'effet démo. On va la refaire. Hop. Donc je remets mon texte. Voilà. Et on analyse. Donc voilà, donc, il faut que je lui dise que je ne suis pas un robot. Et voilà, donc cette API, elle fait de l'extraction d'entités, du sentiment analysis, un découpage syntaxique. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est identifier des catégories. On a 2 catégories identifiées. Mais en fait, ça ne va pas marcher pour la simple et bonne raison que l'API, pour l'instant, ne supporte pas le français. Donc, ça règle la question pour ce qui est de la Natural Language API. Donc, on passe à l'étape supérieure qui est AutoML. Alors, AutoML, ça existe en plusieurs parfums. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est AutoML Natural Language. Donc, ça, comme je vous disais, le but, c'est d'entraîner un modèle déjà développé, conçu pour l'analyse de texte, avec un dataset personnalisé. Donc là, ça va coller particulièrement bien avec le problème qu'on veut résoudre. Donc, comment ça marche? En fait, c'est hyper simple. Il faut tout d'abord uploader ces documents, donc son dataset.
entraîner le modèle dessus, et ensuite, il n'y a plus qu'à, au travers d'une API REST, on va simplement interroger notre modèle et obtenir des prédictions. Donc, allons voir dans la console. Donc, dans la console, il faut aller sur voilà, le menu Natural Language. Donc, on arrive sur cette page où on choisit notre dataset. Donc là, on peut soit en créer un nouveau, soit récupérer un que j'ai déjà chargé. Donc moi, c'est mon cas, j'ai déjà chargé celui-là. Vous voyez là que désormais, il y a de la pub pour la nouvelle manière de faire, qui est de passer par Vertex AI. Bon. Donc je peux aller sur mon dataset que j'ai déjà uploadé précédemment. Donc, voilà, on le retrouve ici. Donc mon dataset. Pour vous dire exactement comment il est constitué. Donc en fait, ce que Google demande, c'est un fichier CSV de 3 colonnes. La première colonne, je la laisse vide et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième colonne, c'est notre texte, notre compte-rendu d'accident. Et la troisième colonne, c'est la catégorie que les experts lui ont affublée et qui va nous servir à entraîner. Donc j'ai eu la chance d'avoir un dataset d'environ 4000 lignes. Alors pourquoi je dis que j'ai eu de la chance? C'est parce que, en fait, une des promesses de AutoML, c'est de vous faire des prédictions à partir d'un dataset d'entraînement de 10 items. À partir de 10 items, il vous fournit un résultat déjà. Donc moi, j'arrive à 4000. Donc là, on peut espérer avoir des excellents résultats. Surtout que, en plus, mes 4000 lignes, elles sont réparties à 50-50 sur mes deux catégories à classer. Donc ça permet d'optimiser l'entraînement, d'avoir à peu près autant dans chaque catégorie. Donc voilà un petit extrait de mon CSV. Donc vous voyez, c'est très simple. J'ai une première colonne vide, mon texte, et la catégorie derrière. Donc inter pour intersection et or pour intersection. Donc on upload tout ça. Ah oui, bon, pardon. L'utilisation du dataset, donc je vous ai dit, la première colonne, elle est vide. Parce que ça veut dire que c'est AutoML qui va automatiquement répartir les lignes du dataset. Il va prendre 80% des lignes pour s'entraîner, 10% des lignes pour valider son entraînement, et 10% des lignes pour tester à la fin de l'entraînement. Donc voilà le dataset tel qu'on le retrouve une fois uploadé. Donc vous voyez, il fait 4220 lignes et à peu près 50% dans chaque catégorie. On peut éventuellement ajuster, exclure certaines lignes, modifier la catégorie affublée. Bon, moi, j'ai choisi de prendre vraiment l'historique de données tel quel et de m'entraîner avec ça. Donc j'ai juste cliqué sur Train. Donc là, il faut s'armer d'un petit peu de patience, parce que pour 4000 lignes, là, ça prend 6 heures. Donc 6 heures plus tard, on arrive sur la page d'évaluation. Donc c'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent rien, parce qu'il y a deux notions à connaître. Il y a ce qu'on appelle la précision et le recall. Alors le recall, qu'on appelle en français le rappel, ça répond à la question, parmi tous les items qui auraient dû avoir la catégorie C, combien en ai-je détecté? Et donc, combien en ai-je loupé? La précision, à l'inverse, c'est parmi tous les items auxquels j'ai donné la catégorie C, combien devaient réellement l'avoir? Et donc, combien y a-t-il de faux positifs? Et donc là, il faut ajuster en fonction de notre use case. Et pour ajuster, on joue sur ce qu'on appelle le seuil de confiance, le confidence threshold. Et quand on favorise l'un, bah, ça se fait toujours au détriment de l'autre. Et ici, donc nous, ce qu'on veut faire, ce que la sécurité routière veut, c'est ne pas passer à côté d'une intersection dangereuse. Donc, ça veut dire, donc, entre recall et précision, il faut choisir, et ben, nous, ça veut dire qu'on choisit de maximiser le recall pour les intersections. Au prix d'avoir des faux positifs, tant pis, on ne veut pas passer à côté d'une intersection dangereuse. Donc là, l'IHM de AutoML va permettre d'ajuster ça. Donc on a un curseur là-haut qu'on déplace. Et en fait, quand on le déplace en haut, ça fait bouger les points sur ces courbes-là, donc qui mettent en relation la précision et le recall. Et en même temps, ça filtre en bas
le résultat que ça va donner sur la sélection des catégories affublées aux lignes du dataset. Donc, je ne bluffe pas, je peux vous le faire en vrai. Hop. Donc, si je vais sur l'évaluation de mon modèle, donc, voilà, vous voyez, quand on bouge ici, ça fait déplacer sur les courbes. Et donc, on choisit comme ça une valeur qui nous intéresse. Et donc, moi, j'ai choisi la valeur de 30%. Pourquoi 30%? Parce que vous voyez, je suis juste avant une importante rupture de pente qui est sur le point de me faire perdre beaucoup en précision sans me faire gagner beaucoup en recall. Donc voilà, il faut faire un compromis entre les deux. Donc là, j'ai choisi de me placer ici, qui m'offre un compromis intéressant. Et donc, une fois que notre modèle est réglé comme ça, eh ben, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser soit directement sur l'IHM de AutoML. Donc, vous voyez, il y a une textbox et on a juste à copier notre code et à tester. Mais en fait, moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire de la prédiction en masse, donc sur mes 639 accidents. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est développer un petit script qui a appelé en boucle l'API REST et qui m'a restitué les résultats sous la forme d'un fichier CSV. Le fichier CSV, le voilà. Donc, il me fait 639 lignes, et pour chaque ligne, j'ai une catégorie que le modèle a donnée, avec un niveau de confiance que le modèle a dans sa prédiction. Et donc, vous voyez ici sur cet histogramme à droite, en fait, le modèle a une très bonne confiance dans ses prédictions, puisque quasiment la moitié des lignes ont une confiance supérieure à 90%, et finalement, il n'y a que 89 lignes qui ont une précision, une confiance inférieure à 50%. Donc le modèle est quand même assez sûr de lui. Alors voilà quelques exemples de classification faites par le modèle. Donc, par exemple, celui-ci avec une confiance élevée. Donc, afin d'éviter le VL, F55 en MB qui n'accepte pas le stop pour tourner à gauche, la moto M28 en B chute au sol. Donc là, le modèle, à 92%, dit que c'est une intersection. Un deuxième exemple, une confiance faible. En circulant entre les deux fils, la moto M29 en B percute l'arrière du VL qui change de fil de la droite vers la gauche. Alors là, le modèle, il dit que c'est une intersection, mais seulement à 35%. Autrement dit, pour lui, c'est hors intersection à 65%. Mais nous, comme on a mis notre seuil à 30%, on va considérer dans ce cas-là qu'on va lui mettre la catégorie intersection, quitte à avoir une confiance faible. Donc c'est comme ça que le fichier CSV de sortie a été construit. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment performe le modèle par rapport à la réalité. Donc en fait, on peut comparer parce que le service municipal de la sécurité routière, ils ont fait pour de vrai l'exercice de classification. Donc on a une référence là aussi pour l'année écoulée. Donc c'est sur ces 639 accidents, en fait, on en a 67%, c'est-à-dire exactement 2/3, qui sont corrects. Donc le modèle est d'accord avec les experts. Et on a 108 écarts. Donc 108 écarts, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, sur ces 108 écarts, il n'y en a que 18 qui sont vraiment problématiques. Donc c'est 18 qui concernent des accidents que le modèle n'a pas considérés comme intersection, alors qu'en réalité, il l'était. Donc voilà, donc on peut dire qu'on a 3% de vraies erreurs problématiques. Donc on a quand même un outil intéressant pour l'aide à la décision, mais qui n'est pas parfait. Donc il y a quand même 18 erreurs qui posent problème, et sur ces 18 erreurs, en fait, la confiance moyenne du modèle en lui-même, c'est 86%, donc c'est quand même élevé. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments extérieurs au descriptif qui jouent en fait dans la catégorisation réelle des accidents. Et cela, on ne peut pas les voir. Par exemple, regardez ces deux exemples. Donc là, j'ai un premier exemple. Le VL percute le piéton qui traverse sans regarder derrière un bus hors passage. Et un autre, le VL percute le piéton qui traverse hors passage, passage piéton à 50 mètres. Donc on a quasiment deux descriptifs pareils. Donc, assez logiquement, le modèle
dit que c'est hors intersection avec le même taux de confiance quasiment dans les deux cas. Et en réalité, donc à droite, on était bien hors intersection, mais à gauche, on a été classifié comme intersection. Les experts ont analysé l'accident dans sa globalité et ont déterminé que c'était un accident d'intersection. Donc voilà, donc, cet outil n'est pas non plus magique au point de remplacer l'expertise humaine, on a toujours besoin d'une expertise derrière. Donc voilà, donc en conclusion, on peut dire que ça a plutôt pas mal marché. Alors pourquoi ça a aussi bien marché? Avant tout parce que j'avais sous la main un dataset riche déjà fourni et un service GCP fait exactement pour ça. Même pas besoin de coder, donc je risquais pas d'introduire des bugs. Et donc ça m'a permis d'obtenir des résultats intéressants et du premier coup. Donc vraiment, ça m'a pris très peu de temps de mise en place et de déploiement. En une journée, j'ai obtenu ces résultats-là. Et alors, comment pour améliorer ce modèle pour avoir des prédictions encore meilleures et avoir moins d'erreurs problématiques? Peut-être en améliorant le dataset, donc j'aurais peut-être pu essayer de filtrer le dataset pour privilégier la qualité au détriment de la quantité. Et sinon, j'aurais pu essayer de prendre d'autres infos qui sont, elles, réellement utilisées par les experts, telles que la localisation ou la fréquence, l'occurrence des accidents. Mais le problème pour ce deuxième point, c'est que là, ça sort du cadre d'AutoML et on s'adresse vraiment à des spécialistes de la data science qui savent développer un modèle particulier. Donc là, on s'adresse vraiment aux experts, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, merci. Donc je suis à l'écoute de vos questions, si vous en avez. Voilà, on a 3 minutes pour ça. Et comme Kevin, je rallume ma caméra pour les questions. Bon, si vous n'avez pas de questions tout de suite et qu'il vous en vient plus tard, vous pouvez me contacter ou par mail ou sur GitHub, où vous voulez. Vous avez les références ici. Et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne suite de conférences.